That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va super bien. Aujourd'hui c'est jeudi, on parle de quoi? On parle d'histoire, bien sûr, on fait un brin d'histoire. Un brin d'histoire, ouais. Nous repartons 99 ans en arrière et c'est assez intéressant parce que l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui est pile un peu dans l'actualité. Il faut savoir que les États-Unis sont traversés par des émeutes liées à la mort de George Floyd, semble-t-il assassiné par un officier de police qui avait clairement des relents racistes en lui. Et donc, à la suite de la mort de George Floyd, le 25 mai dernier, il y a eu, et les États-Unis, il y a eu une série d'émeutes, notamment dans la plupart des grandes villes américaines. Et donc, la question raciale et donc les rapports entre les différents groupes raciaux qui existent aux États-Unis est relancée une fois de plus. Et surtout, la place des Noirs aux États-Unis vient une fois de plus encore susciter des interrogations aussi bien de la part de nous, de la communauté internationale qui regardons quand même les États-Unis qui restent une référence tant sur le plan démocratique que sur le plan politique et économique. Et surtout, il faut savoir que les Noirs américains aussi représentent des modèles pour la plupart des jeunes africains dans le monde entier ou les jeunes noirs qui sont dans le monde entier. Et comme je disais que c'est bizarre, c'est que justement l'événement dont nous allons parler aujourd'hui a eu lieu entre le 31 mai et le 1er juin 1921, donc c'est il y a 99 ans, et c'est toujours aux États-Unis. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là? Il s'est passé l'événement historique qu'on considère comme étant la pire nuit de violence raciale contre les Noirs de toute l'histoire des États-Unis. Alors, ça s'est passé où? Ça s'est passé dans le quartier de Greenwood, dans la ville de Tulsa, c'est dans l'état d'Oklahoma. L'Oklahoma, c'est un État situé au sud des États-Unis. C'est un État quand même... Je t'avais parlé de ça, tu te souviens? J'étais à Tulsa, ils ont fait un monument en l'honneur pour se rappeler de cette émeute-là. Ouais. Et après, quand tu vas finir, je vais même te dire encore qu'il y a un problème avec le monument. Voilà. Donc, ça s'est passé dans le quartier de Greenwood, dans la ville de Tulsa, c'est dans l'Oklahoma. Alors, donc je disais, l'Oklahoma, c'est un État du Sud. C'est un État qui est relativement récent parce qu'il a été créé seulement en 1907. Et donc, lorsqu'il a été créé, comme la plupart des États du Sud, des lois ségrégationnistes vont immédiatement être mises en place. C'est des lois qu'on appelle les lois Jim Crow. Il faut savoir que depuis 1865, les Noirs avaient obtenu leur liberté grâce au 14e amendement que Abraham Lincoln avait fait voter. Mais dans la plupart des États du Sud, la volonté de maintenir les Noirs dans des classes inférieures et leur empêcher d'avoir les droits les plus basiques en tant que citoyens américains était évidemment mise en place par la plupart de ces États du Sud-là parce qu'en grande majorité, ces États étaient composés de Blancs. Et donc ces Blancs-là ne voulaient pas que les Noirs accèdent à la propriété, que les Noirs accèdent au droit de vote, que les Noirs jouissent de leurs droits civiques et constitutionnels. Et donc, malgré cela, dans cette ville de Tulsa, il va y avoir une espèce de dynamisme économique de la part de la communauté noire, notamment dans le quartier de Greenwood. Le quartier de Greenwood qui sera même surnommé, selon certains historiens, le Black Wall Street, ou le Wall Street noir. Parce que dans ce quartier-là, il y avait aussi bien des magasins qu'un ensemble de bars et tout ça. Et donc, c'est un quartier qui était relativement prospère. Et justement, les Noirs qui habitaient dans le quartier de Greenwood étaient des Noirs relativement prospères dont le niveau de vie était supérieur à beaucoup de Blancs dans la ville de Tulsa. Et donc, dans ce contexte-là de tension, parce qu'il ne faut aussi pas oublier qu'en 1921, les États-Unis sortent de la Première Guerre mondiale, bien que victorieux, les Américains qui reviennent de la guerre, qui vont au sud, cherchent du boulot, parce qu'évidemment, là, on est à quelques années avant le crash de 1927, mais déjà, les tensions sociales sur le plan du travail sont extrêmement fortes. Le chômage commence à grimper. Et donc, ces Blancs qui reviennent de conscription, qui reviennent de l'armée, qui reviennent de la guerre et qui veulent chercher des emplois, ils sont obligés d'aller vers des emplois qui sont moins qualifiés, qui sont très mal payés et donc vont entrer en concurrence avec les Noirs. Et donc, non seulement ils entrent en concurrence avec les Noirs, mais en plus, certains Noirs, certains ménages noirs vivent mieux qu'eux parce qu'eux, ils ont des activités économiques. Et comme je le disais, le quartier de Greenwood, c'est un quartier noir qui est composé environ de 35 blocs de maisons. Et c'est un quartier extrêmement prospère. Et c'est vraiment quelque chose d'inédit dans
tout le sud des États-Unis à cette époque-là. Eh bien, tout ça va prendre fin justement le 29 mai 1921. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est avéré que ce matin-là, un jeune tireur noir un jeune senior noir va malencontreusement dans un ascenseur marcher sur le pied d'une jeune femme blanche téléphoniste. Ce jeune tireur noir était âgé de 19 ans et la jeune téléphoniste était âgée de 17 ans. Pourquoi ils se retrouvent tous les deux dans cet ascenseur-là? Parce que dans le quartier où se trouve cet immeuble-là, eh ben, l'immeuble en question est le seul à avoir des toilettes qui sont autorisées aux noirs, à des noirs. Et donc, ce jeune garçon veut aller se rendre aux toilettes. Et donc, c'est en allant qu'il va croiser cette demoiselle blanche dans l'ascenseur et malheureusement, il va lui marcher sur le pied. Et donc, ça, c'est considéré à l'époque comme étant un délit. Et donc, le jeune garçon est mis aux arrêts et il est rapidement amené au commissariat de police en attendant d'être présenté à un juge. Mais très vite, une rumeur va circuler dans la communauté noire disant qu'il y a de fortes probabilités que ce noir-là puisse être lynché dans les jours ou dans les heures qui viennent. Et donc, très vite, les noirs, comme il est originaire du quartier de Greenwood, donc rapidement, on va voir des noirs de Greenwood qui vont évidemment constituer un groupe et vont se rendre au commissariat de police pour récupérer évidemment, pour essayer de sortir ce jeune noir-là et l'empêcher et éviter qu'il ne soit lynché. Va s'en suivre là sur place, devant ce commissariat-là, une rixe, une bagarre. Cette bagarre-là va malheureusement dégénérer, des coups de feu vont être tirés et il va y avoir une dizaine de morts chez les Blancs et 2 décédés chez les Noirs. Alors il n'en faudra pas plus pour embraser toute la ville. Alors rapidement, des groupes de Blancs, y compris des Blancs qui viennent des villes qui sont à proximité de Tulsa, vont venir en renfort rapidement dans la nuit du 31 au 1er juin 1921. Ils vont venir par dizaines et ils vont attaquer tout le quartier de Greenwood. Ils vont attaquer aussi bien les domiciles que les maisons. Ils vont mettre le feu. Ils vont tuer hommes et femmes et ils vont se lancer dans une violence incroyable. Alors, juste à la fin de cette violence-là, dès le lendemain, plus de 10 000 maisons et commerces vont être détruits. Dès le lendemain, plus de 15 000 Américains vont se retrouver sans emploi, sans maison, sans rien. Maintenant, évidemment, concernant le nombre de morts, on n'est pas plus ou moins d'accord. Officiellement, en 1921, les autorités de l'Oklahoma disaient qu'il y avait eu 36 morts chez les Noirs et à peu près une dizaine de morts chez les Blancs. Mais on sait aujourd'hui que ces chiffres sont largement en deçà de la réalité. Certains experts, sur la base d'une commission qui avait été créée en 1996 et qui va rendre ses conclusions en 2001, ils vont estimer que sur la base notamment des témoignages de survivants, parce qu'il faut savoir qu'en 96, c'était 75 ans après les événements, et il y avait encore des gens qui avaient survécu à cette tragédie et qui étaient en vie. Et donc, sur la base de ces regroupements, de ces témoignages-là, eh ben, ils vont estimer qu'au bas mot, entre 100 et 300 Noirs avaient été massacrés ce jour-là. Et ce qui est d'autant plus tragique encore dans cette histoire, c'est que cette violence-là n'était pas seulement faite par des Blancs qui étaient des civils. Non, il va y avoir une action coordonnée de la police et même de la garde nationale et de l'armée de l'air, parce qu'il faut savoir que pour la première fois, on va avoir des attaques coordonnées et de l'aviation et des troupes au sol pour venir détruire l'ensemble du quartier de Greenwood. Et donc cette violence-là va tellement marquer les habitants que déjà la plupart des survivants vont quitter Tulsa et même quitter l'Oklahoma pour aller s'installer ailleurs. Et les rares Noirs qui vont décider de rester à Tulsa vont quitter le quartier de Greenwood et vont aller s'installer ailleurs, soit dans la ville, soit dans l'État de l'Oklahoma. Et donc, ce petit groupe de Noirs-là, et les Blancs également, qui ont les descendants de Blancs, qui, de cette tragédie-là, vont pendant des décennies garder un silence. Il va y avoir une espèce de chape de plomb qui va régner sur les habitants de la ville de Tulsa concernant cette histoire-là, au point même où elle ne figurait pas dans l'histoire officielle de l'État, elle n'était pas enseignée dans les écoles, les journaux n'avaient jamais fait référence à cette affaire-là, jusqu'à ce que
en 1996, comme je l'ai dit auparavant, eh ben, une commission qui était chargée de réconcilier, en fait, c'est une commission de réconciliation entre les Blancs et les Noirs de la ville de Tulsa, va être mise en place. Et donc, cette commission paritaire-là va travailler sur le terrain, va repartir vers les survivants ou vers les descendants des victimes des émeutes de Tulsa. Et donc, c'est ce travail de mémoire-là qui va être fait pendant 5 ans et les conclusions vont être rendues en 2001 et ces conclusion-là été sans équivoque. Il y avait bien eu, aujourd'hui on aurait même qualifié ça quasiment de génocide, parce qu'il y avait une volonté manifeste de massacrer des personnes parce qu'elles étaient uniquement de race noire à ce moment-là. Elles étaient prospères, il faut le dire. Et surtout que Greenwood, voilà, et surtout Greenwood était, voilà, c'était un oasis dans un océan de désespoir. Et donc il faut comprendre que à l'époque, après la Première Guerre mondiale, dans le sud des États-Unis, le Ku Klux Klan, qui est cette organisation raciste là que l'on ne présente plus, avait plus de 5 millions de membres dans l'ensemble du sud des États-Unis. Et donc on comptait jusque dans le début des années 30 des incorporations, enfin des adhésions. On comptait environ des dizaines d'adhésions au Ku Klux Klan à cette époque-là. Et donc, la tension raciale était extrêmement forte. Associée à cela, à la tension sociale qui était liée au fait que, évidemment, les États-Unis faisaient face à des difficultés économiques qui était en prélude en quelque sorte à la crise de 1929. Et donc tout ça là, cette tension sociale, cette tension raciale et bien entendu cette haine de voir que des gens que l'on considère comme étant des êtres inférieurs avaient fait la démonstration qu'ils étaient capables de vivre et d'être prospères, de vivre mieux que les Blancs et d'être prospères. Et donc c'est tout ce mélange là qui avait évidemment entraîné au dérapage au dérapage tragique auquel la ville de Tulsa avait assisté du 31 mai au 1er juin 1921. Et Gina, tu étais à Tulsa? Oui, j'étais à Tulsa quand j'ai participé au IVLP, l'une des bourses offertes par l'ambassade des États-Unis. Et on était allé dans le parcours donc de la bourse. Bien sûr, vous rencontrez des femmes pour des formations, vous faites plein d'activités, mais il y a une partie histoire et éducation, tu sais, pour apprendre un petit peu. Pour apprendre un petit peu l'histoire du pays dans lequel tu te trouves, pour comprendre le contexte. Et donc, on était allé visiter le John Hopkins Reconciliation Park. J'avais pris une photo là-bas. Voilà, John Hope Franklin Reconciliation Park. C'est dans ce parc-là que, du coup, on a appris un petit peu l'histoire de Tulsa. Faut dire quand même que Tulsa, c'est vraiment une ville blanche. Et ça se justifie avec ce que Jean-Paul disait tout à l'heure en disant qu'il y a plein de Noirs qui étaient du coup partis. Je ne dis pas que les Noirs n'habitent pas là-bas, mais c'est vraiment une ville blanche. Il y a très peu de Noirs du coup à voir. C'est vraiment dans les États-Unis, quoi. Et en allant dans ce parc, donc il y avait une femme noire qui nous expliquait l'histoire de Tulsa, qui nous a raconté cette histoire. Et je disais qu'il y avait déjà il y avait un problème, mais pour elle en fait ce parc ne remplissait pas totalement sa mission, parce qu'ils ont mis un parc est censé être un espace de recueillement, tu vois, pour penser à toutes ces personnes, et ils l'ont mis en dessous d'échangeurs, tu vois. Ouais. Donc pour elle, même là encore, il s'était fait flouer, quoi, parce qu'elle disait qu'on aurait dû le mettre en plein cœur de Tulsa, à un endroit où tout le monde verrait en fait cette histoire. Et quand elle nous l'expliquait, elle disait qu'à son sens, c'est comme si ils ont reconnu, ok, mais ils ont même encore honte. Tu vois, ils veulent le cacher aux gens parce que tu ne retrouveras pas ça dans les guides historiques. Non. Tu vois, ils vont pas te parler de ça. Et donc, c'est comme s'ils avaient un petit peu une honte. Et pour parler du parc, il y a plusieurs choses à voir. Tu as des tableaux, en fait, qui, tu vois, c'est des plaques qui expliquent un petit peu l'histoire. Mais je me souviens de 3 monuments. Il y avait 3 monuments. Il y avait un Hostility, l'autre c'était Humiliation et l'autre c'était Hope. Je pense que moi j'avais pris une photo sur le monument de l'espoir, voilà, où il y a un homme qui porte un bébé et tout. Mais les autres monuments étaient vraiment, c'est très dur. Enfin, tu ne connais pas l'histoire parce que forcément tu ne l'as pas vécu, c'est pas ton pays, ainsi de suite. Mais en regardant les monuments je pense que c'est
Ed Dwight qui a fait ces monuments. En étant là, tu peux ressentir en fait la douleur de ce que les gens de Tulsa ont vécu. Et ce que Jean-Paul disait, c'est tout à fait ça, c'est ce qui s'était passé. Donc à la base, je pense que le prétexte avait juste été ce jeune homme qui marche sur la chaussure d'une jeune fille blanche, mais en réalité, il y avait déjà en fait des sortes de tensions, voilà, et qui étaient là depuis et qui étaient basées sur l'économie, parce que les Noirs dans la ville, ils géraient l'économie, ils avaient du pognon, et puis voilà quoi. Les Blancs, bon, quoi. Voilà, les Blancs ils galéraient un petit peu, donc ils ont vu ça que le jour où vous êtes en erreur, on règle votre compte, et c'est ce jour-là que c'était arrivé. Jean-Paul, j'ai remarqué que dans les recueils historiques, ils ne mettent pas le mot massacre, ils mettent émeute, alors que c'est un véritable massacre. Oui, et d'autant plus que même à Tulsa, il faut savoir que par exemple en 2001, l'État fédéral de l'Oklahoma avait passé une loi qui était intitulée la 1921 Tulsa Race Right Reconciliation Act. C'est cette loi qui reconnaît évidemment qu'il y a eu des massacres, mais il faut bien comprendre que cette loi-là, malheureusement, par rapport aux recommandations de la commission qui avait été mise en place et qui avait rendu son rapport en 2001, ce que l'État de l'Oklahoma a accordé justement aux descendants des survivants était moindre que ce qu'ils avaient demandé. Par exemple, on avait demandé un dédommagement financier pour les descendants des victimes du massacre de Tulsa. Cela ne leur a pas été accordé. On leur a juste accordé des bourses d'études pour ceux qui sont les descendants des résidents de Greenwood. On a créé le mémorial dont Gina venait de parler en souvenir de ceux qui sont morts dans les émeutes. Ce mémorial en question avait été inauguré le 27 octobre 2011 et évidemment le troisième point, c'était d'aider les communauté noire de Greenwood à redécoller à redécoller économiquement. Mais c'était c'était bien loin de ce que la commission avait recommandé. Par exemple, donc je l'avais dit, cette commission avait demandé le dédommagement financier immédiat des survivants, le dédommagement financier immédiat des descendants des survivants, la bourse de scolarité pour tous les étudiants qui étaient affectés par les émeutes raciales de Tulsa, la mise en place d'une zone d'entreprise pour le centre de développement économique du quartier historique de Greenwood, la mise en place d'un mémorial pour le réenterrement des dépouilles des victimes du soulèvement. Donc, parce qu'il faut bien comprendre que en 1921, les Noirs et les Blancs n'étaient pas enterrés aux mêmes endroits. Le cimetière des Noirs est situé était très très éloigné de la ville. Et donc, lorsque la commission avait travaillé en 1900, dans ses travaux de 97, 98 et 99, ils avaient notamment découvert 3 fosses communes. Une fosse notamment dans l'ancien cimetière des Noirs, parce qu'il faut bien comprendre que la plupart des Noirs qui étaient morts sur place ou dans les heures qui avaient suivi le massacre avaient dû être enterrés un peu à la hâte, et donc c'est la raison pour laquelle on avait découvert ces 3 fosses-là. Il y a 2 fosses qui avaient été creusées cette fois-ci par les Blancs pour essayer d'effacer rapidement les traces de ce massacre-là. Ces 3 fosses ont déjà été mises en évidence, et donc cette commission avait demandé que les victimes qui avaient été enterrées dans ces 3 fosses communes-là soient déterrés et réenterrés dans un cimetière en bonne et due forme dans lequel les descendants des survivants ou leurs descendants pourraient venir se recueillir conformément un peu à l'idée que Gina faisait allusion tout à l'heure. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc le transfert de ces dépouilles-là vers une zone qui soit accessible et qui soit propice au recueillement n'a malheureusement pas été accordé. Encore moins les dédommagements financiers accordés aux descendants ou à leurs victimes, aux victimes elles-mêmes ou à leurs descendants. Donc tout ça malheureusement montre que le problème en lui-même, il y a déjà un premier pas qui a été fait. L'État de l'Oklahoma a reconnu le fait historique, il a reconnu qu'effectivement il avait manqué à ses engagements, puisque l'État, à travers la police, à travers la garde nationale, avait participé au massacre de citoyens américains, parce qu'il ne faut pas l'oublier, à partir de 1865, les Noirs ont la citoyenneté totale, mais ils n'ont pas encore la jouissance de leurs droits en tant que citoyens. Mais donc l'État d'Oklahoma avait reconnu que, évidemment, c'était des citoyens à part entière qui avaient été massacrés, mais elle n'est pas allée plus loin, tout simplement parce que, évidemment, il faut un certain courage, et les autorités de l'Oklahoma n'ont pas voulu aller au-delà de ça, et ça, c'est vraiment dommage. Gina, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as visité ce parc?
Tu sais que moi je suis une Madeleine, donc à tous les coups je pleure. Mais je pleurais aussi beaucoup parce que l'histoire La était Madeleine, c'est vraiment... quoi? C'est les gens qui pleurent. C'est une expression, être comme une Madeleine, c'est du genre un petit truc, tu pleures quoi, tu pleures tout le temps. Mais j'avais aussi beaucoup pleuré à cause de l'histoire que du coup la dame nous racontait. Parce qu'elle-même en la racontant, c'était très dur. C'est pour ça que je dis souvent que en étant africain, en Afrique, on ne comprend pas véritablement tout ce qu'eux ils subissent. Or, toi, quand tu es noir, né aux États-Unis, ayant vécu aux États-Unis, où chaque jour de ta vie, depuis que tu es tout petit, tu expérimentes le racisme, on ne peut pas comparer en fait. Nous, on expérimente le racisme quand on sort de nos pays et qu'on Et va... des fois, on s'en fout même. Et voilà, des fois on s'en fout et parfois on met ça sur le coup de bon, c'est parce que je suis un étranger dans un pays étranger. Donc on ne dit pas que c'est parce que je suis noir. On se dit c'est parce que je suis un étranger dans un pays étranger, donc ils protègent leur pays. Mais eux, ils sont pas étrangers dans ce pays, c'est leur pays, tu vois, c'est leur maison, c'est leur terre et donc c'est très dur pour eux. Donc du coup, elle en racontant, elle pleure et elle pleurait et tu comprends que c'était vraiment très fort et très poignant parce que du coup, ça donnait de la signification à chaque chose que tu voyais. Parce que tu peux être dans un parc et puis tu vois un banc par exemple, tu vois un monument et puis tu prends une photo parce que c'est joli. Or, tu avais un monument où tu avais c'est le Ed Dwight, je pense qu'il a collé, il a mis des gens en fait, au fur et à mesure, il les a collés, c'est un monument qui est vertical comme ça, et tu vois la douleur de ces personnes, tu vois, c'est comme si tu avais un amas de personnes qui étaient tuées, tu vois, quand on les met, on les empile comme ça, mais là ils étaient debout et sur chacun des visages des personnes qui constituent ce monument-là, tu peux voir à quel point c'est dur pour eux, quoi, et à quel point ils souffraient, donc c'était vraiment un moment très fort, je pense que j'étais rentrée à l'hôtel ce jour, j'étais un petit peu triste et je me demandais comment on pouvait arriver à un niveau de haine aussi intense quoi, basé sur des choses genre c'est l'économie et tu comprends que la haine ne construit rien, ça ne construit rien du tout, au contraire ça détruit des choses, ça laisse des blessures qui ne s'estompent pas. Jean-Paul te dit que c'est une affaire de 1920. Moi, 1921. Voilà, moi l'année prochaine, ça fera le centenaire. Moi, j'ai visité le Reconciliation Park, on était en 2016. Donc, tu imagines, 1921, 2016, la dame, elle pleurait encore. Elle n'était même pas là, elle n'a pas vécu ça, elle, tu vois. Mais ses grands-parents ont vécu ça, mais elle pleurait. Tu te rends compte que la blessure est encore très, très vivace chez elle. Et tu comprends que la haine, c'est ça, en fait, le problème avec la haine. Ça crée des sortes de racines qui se transmettent de génération en génération. Et c'est pour ça que dans les pays, on demande aux gens de privilégier, en fait, la discussion, de privilégier le consensus, le dialogue, et de pas du tout verser dans la haine. Parce qu'une fois que c'est planté, la graine de la haine, pour la déraciner, c'est dur, hein. Tu peux pas. Merci Jean-Paul. Donc il revenait donc sur le massacre de Tulsa qui a eu lieu aux États-Unis, dans l'État du Oklahoma dans la ville de Tulsa en 1921. En 1921. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était le brin d'histoire du jeudi sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.